Bienvenue dans l'Ermite et le Gland, le podcast sans boussole, mais jamais sans réflexion. On est Simon et Laura, et ici on parle de tout, selon nos envies. Un sujet qui nous intrigue, une idée qui nous titille, un invité inspirant. On explore, on débat, et on se marre. Et aujourd'hui, premier épisode oblige, petite présentation. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Yes! First! C'est le premier! C'est ça. C'est toi qui fais le lancement? Ouais, why not? Allez! Allez, c'est un vrai freestyle parce que je n'ai absolument rien préparé. C'est ça qu'on aime. Non mais alors attends, là on est en off, mais tu veux lancer le truc comment en fait? Comment Déjà ça, dire, on est en off? On n'est pas en off, hein. Là on est en train de Oui, non, mais c'est parti. Hein. Oui, non mais tu couperas au montage, c'est ça que je veux dire. Non! Non mais tu veux déjà Bienvenue dire... tout le monde! Voilà, premier épisode du podcast Le Gland et l'Ermite. L'ermite et le gland, s'il te plaît. L'Ermite et le Gland, pardon. Ouais, Les c'est vrai. filles en premier. Ok, donc l'Ermite et le Gland. Alors on s'est pas mis d'accord sur le nom sur le nom du podcast, on s'est pas mis d'accord sur comment on allait le faire. On s'était juste mis d'accord sur le fait qu'on va se faire un premier épisode freestyle, que très certainement tous les autres épisodes aussi seront en freestyle. Vous allez avec nous là faire ce premier épisode qui a pour but un peu de déjà de nous présenter et puis présenter aussi qu'est-ce que c'est que ce podcast qu'on est en train de lancer. Laura, donc l'Ermite, et moi, Simon, le Gland. Bienvenue. Je voulais un lancement de Laura. Tu m'as pris complètement au dépourvu, quoi. C'est ça qui va être bien. On va vraiment, en tout cas, voilà, moi, pour moi, l'idée de ce podcast, c'était ça, hein, c'est on part en freestyle, on construit rien. En tout cas, on fait un minimum de construction pour ensuite faire ce qui vient, quoi. Donc, Oui, parce qu'à la base, on voulait se lancer dans la vidéo, toi et moi, avec tellement de choses à dire et en même temps rien à dire par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et aussi, paradoxalement, on n'avait pas forcément envie de parler de plantes, ni d'herboristerie, mais on avait envie de parler de choses de la vie, de choses qui nous touchent profondément. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cet échange informel qui se formalise. Et aussi, à terme, nous aurons des invités. yes. Je nous spoil déjà quand même. Ouais, attends, on va voir si les invités veulent bien venir, hein, parce que... Ouais, bon, bah cool. Premier épisode, on s'est noté une petite série de questions quand même, parce que bon, on prépare rien, mais on se met quand même un canevas pour pas tomber dans le piège de pas savoir qu'est-ce qu'on va se dire, quoi. Du coup, tu veux commencer les questions ou j'en lance une, moi, tout de suite, comme ça, là? Bah moi j'ai envie de te dire, on peut déjà se dire pourquoi le nom Le Gland et l'Ermite. Allez. Donc pourquoi Allez. le nom Le Gland et l'Ermite? Oui. Tu veux y répondre ou j'y réponds? Non, vas-y, commence. Non, bah alors ça c'est très... ça vient déjà de nos noms d'entreprise. Donc voilà, mon cher Simon, cœur de chêne, est surnommé Le Gland, le glandu, par toute la communauté de l'herboristerie. Yes. Et moi-même, les bourgeons de l'Ermitage, donc l'ermite. Et c'est aussi mon côté un petit peu antisocial, parfois, souvent. Et du coup, pourquoi en fait les bourgeons de l'Ermitage? J'embraye sur une question. Mais... Eh bien parce qu'avant, j'habitais en Haute-Savoie dans un chalet rue de l'Ermitage et que je trouvais ce nom assez joli, ma localisation, pour un nom d'entreprise. Et ensuite, Ok. je me suis dit que il fallait quelque chose qui avait à trait avec les plantes. Donc j'ai pensé les fleurs de l'Ermitage, les pissenlits de l'Ermitage. Et un jour, ça m'est venu. Voilà, je me suis dit les bourgeons c'est pas mal. En plus, j'aime bien la gémothérapie. Donc les bourgeons de l'Ermitage, ça sonne bien. Tout simplement. On a dit qu'on parlerait pas d'herboristerie, mais on va forcément en parler, hein, parce Oui. qu'on aime tous les deux ça. Donc, il y aura peut-être des podcasts, des épisodes du podcast où on parlera spécifiquement de ça. Là, on part un peu sur autre chose. On va juste parler un peu de nous, parler du podcast et de qu'est-ce qu'on attend de ce podcast. Du coup, j'embraye, je réponds aussi à la question, ça te va? Ouais, vas-y.
Parce que du coup, le gland et l'ermite, en fait, c'est parti d'un truc, c'est que Laura et moi, on discute pas mal sur les réseaux sociaux. On se connaît depuis un petit bout de temps. Faudrait qu'on parle aussi de comment on s'est rencontrés, parce que c'est une question que je voulais te poser. Euh, Je ne me souviens plus, mais ouais. Voilà, moi non plus. Mais du coup, moi comme Laura, en fait, on a du mal à faire du contenu sur les réseaux. Et puis en fait, on en discutait. Et on s'était dit, mais en fait, il faudrait qu'on prenne un temps et qu'on construise ensemble, parce qu'on aime bien collaborer. On a tous les deux un peu ce fonctionnement-là, on aime bien faire les choses en collaboration. Et puis, pour rigoler, je crois que je t'avais sorti, viens, on fait un podcast où en fait, juste on se prend pas le chou, on fait une discussion, toi, moi, et on voit ce qui sort. Puis on appelle ça le gland et l'ermite. Du coup, parce que moi, il y avait ce truc de le bourgeon de l'Ermitage. Je pensais qu'il y avait un vrai lien en fait avec l'Ermitage. Je pensais que c'était pas juste une localisation. Je pensais que tu avais une vraie construction Pas du tout. intérieure avec Non, non, l'Ermite. non. Non, Alors pourtant, ça ça me colle bien. parlait. Non, non, mais ça me parlait quand même, hein. Mais j'ai Ouais, utilisé ce nom, cette adresse, en fait, à la base. ouais. C'était Ok. pas aussi profond. Je suis pas tout le temps très, très en profondeur, quoi. Moi, j'aimais bien l'idée parce que ce que j'adore faire, c'est aller explorer toutes les symboliques et regarder aussi les aspects moins nobles des symboliques. Donc le gland et l'ermite parce que en fait cœur de chêne, ouais, moi, j'ai créé ça en me disant ok c'est hyper beau, c'est hyper symbolique, c'est hyper fort et en même temps il est force est de constater que je suis un sacré gland quoi. J'ai du mal à faire les choses, j'ai du mal à les créer, j'ai du mal à générer euh, sur les réseaux, sur mon entreprise, sur tout, c'est vraiment compliqué. C'est un des points, je pense, qui nous rassemble aussi beaucoup. C'est un des points qu'on voulait aussi beaucoup explorer à travers ce podcast, hein, de livrer la réalité des choses, parce que sur Instagram, on voit que l'aspect hyper beau, hyper machin. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant ah, c'est trop bien ce que tu développes, et puis en fait, moi, quand je regarde ce que je fais, j'ai l'impression de vraiment sacrément galérer, quoi. Et moi, ça me plaisait bien ce pied de nez, en fait, à nos images lisses et propres de cœur de chêne et de bourgeon de l'Ermitage, avec ce truc du gland et de l'ermite qui se rencontrent, deux inadaptés, quoi, qui se rencontrent et qui font des trucs, quoi. Ça me plaisait bien cette idée. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que toi, t'as décidé de devenir herboriste ou herbaliste? Ouais. Alors, c'est une longue histoire. Moi, je suis tombé dans les plantes, comme j'en ai déjà parlé un peu sur des interviews que j'ai pu donner à droite à gauche. Je suis tombé dans les plantes en consommant des plantes déjà, mais surtout en consommant des plantes interdites à la consommation. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'approche un peu mystique des plantes et puis de l'herboristerie, parce qu'en fait, c'est ça hein, que je pense qui m'a fait tomber en amour des plantes. C'est le côté ouais, qui ressort beaucoup de cet apothicaire ancestral, la connaissance du végétal, l'alchimie, les potions, les trucs comme ça, quoi. L'adolescence, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Puis après, du coup, j'ai appris à aimer ça, j'ai appris à approfondir ça, j'ai changé mon rapport à ça aussi. Aujourd'hui, je déconstruis pas mal mon approche spirituelle. Ça sera peut-être des sujets de podcast entier, je pense, ça. Ouais, je Et pense. toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à l'herboristerie? Des problèmes de santé chronique, une errance médicale interminable. Ok. Donc, j'avais d'abord basculé dans la naturopathie, on va dire au sens large, et après, plus Ouais. précisément, la nature, les plantes, le rapport au végétal, mes études aussi avant, hein, puisque j'ai fait des longues études en géographie, et puis après aussi en gestion, protection de la nature, donc j'avais un rapport aux animaux et aux végétaux que je voulais garder. Je voulais être sur le terrain en fait. Ok. Voilà. Et c'est petit à petit, je sais même pas comment ça a commencé. Voilà. Ah c'est déjà bien le coup de l'errance médicale en fait c'est un peu une porte d'entrée pour beaucoup d'entre nous en fait. Ouais, j'allais dire c'est pas très très original, hein, parce que la Bah plupart non, des personnes ah non. qui se lancent dans l'herboristerie, non, pas toi, ont pas mal de problèmes de santé. Enfin, pour en discuter avec pas mal d'amis Ouais. praticiens, finalement, des fois, on devient bon dans ce qu'on fait parce qu'on a tellement de problèmes de santé, on a tellement tout testé, tout essayé que Mhm. derrière, on est plus apte à conseiller des plantes ou autres, quoi. Ouais, ça construit une très forte expérience quoi, forcément. Ok, ouais. Et du coup, toi, tu faisais le distinguo naturopathie herboristerie. C'est vrai que moi, de plus en plus, en fait, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est là, je réagis du coup à cette idée de
comment on nomme les choses. Et tu vois, tu parlais d'herbaliste, d'herboriste, de naturopathe. Et bon, peut-être que certains de ceux qui vont nous écouter ont peut-être pas encore la cartographie de tout ça. Nous, ça nous paraît plutôt clair. On sait qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là. Moi, à titre personnel, j'ai même poussé le truc à me dire, mais finalement, naturopathie, herboristerie et herbalisme, c'est une grosse valise où il y a bon des points communs, des petites différences aussi, mais finalement, pour moi, c'est une seule et même chose qui Oui. s'exprime avec des Oui, connotations oui, différentes. complètement. On travaille sur les mêmes points, mais on a des outils différents en fait. C'est Ouais, tout. Et après, on se spécialise un peu plus quand on est dans l'herboristerie avec les plantes et la phytothérapie. Plus que si on est naturopathe, on peut aller partir dans l'iridologie, par exemple, le décodage biologique, ouais, ou même après la réflexologie, etc. Et on travaille beaucoup sur l'hygiène de vie, les tempéraments, les constitutions. Enfin, c'est des choses qu'on a un petit peu moins en herboristerie, mais on a quand même les piliers du bien-être qui sont là pour pouvoir accompagner les personnes. Donc ouais. Et tout puis ça, plus ouais, tu c'est pratiques, un... Oui, plus oui, tu te de rends toute compte que c'est façon. Et de toute indispensable, quoi. façon, enfin, toutes les pratiques se mêlent. Et la plupart de nous, on est praticiens en naturopathie et en herboristerie. C'est juste des Mhm. mots, et derrière, c'est des mots où derrière, on va juste rechercher le bien-être de la personne qu'on accompagne. Ouais. Oui, puis c'est vrai qu'en fait, c'est une question de point de vue, parce que j'en discutais aussi avec d'autres collègues, et puis finalement, quand tu regardes le parcours historique de la genèse de ces mouvements, de l'herboristerie et de la naturopathie, par exemple, effectivement, c'est très marqué, très différent. Et en même temps, dans la pratique, finalement, on se rapproche énormément. Enfin, je sais que voilà, la naturopathie descendant de la pratique des heilpraktiker, si je le dis bien, qui finalement s'apparente plus à des médecins, finalement, et l'herboristerie descendant plus de l'apothicaire, celui qui conseillait et vendait les plantes. Mais finalement, aujourd'hui, enfin, quand on regarde, praticien en herboristerie, praticien en naturopathie, même combat, finalement, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, tout s'entremêle. Et du coup, on revient au podcast. Tiens. Et c'est quoi, toi, tes envies pour le podcast, du coup? Qu'est-ce que tu aurais envie d'en faire de ce podcast? Si j'ai envie de dire, j'ai envie de parler vrai, de parler Ok. juste, de parler du vivant, de parler de nous, de notre quotidien, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Euh, j'ai pas envie de futilité. Ok. Euh, j'ai pas envie de fioriture. Voilà. Et après, les sujets pourront être divers et variés. Bon, on en a déjà discuté un petit peu ensemble Ouais. des sujets qui nous tenaient à cœur. Mais voilà, c'est échanger sur le monde, sur la réalité en fait. Enfin, sur Mhm. chacune de nos réalités, parce qu'on a, y a pas une seule réalité, on a chacun la nôtre. Et sur un même sujet, on peut avoir plusieurs réalités. Et je pense que c'est dans cet échange-là qu'on arrive à construire des choses et à se construire. En fait. Yes. Ah, ça me parle bien. Hmm. Ah, ah, d'accord. Et peut-être des précisions sur les sujets que tu as envie d'aborder, la forme, les rubriques, tout ça, tout ça. Ouais, bon, on en a discuté ensemble, mais on avait des sujets comme l'éco-anxiété, par exemple, avec tout ce qui est collapsologie aussi, pour être hyper optimiste, quoi. Non, Ouais. mais sinon, après, on avait des sujets comme la passion dans son métier, dans sa Ouais. vie, la résilience, la force du mental, la santé mentale aussi, parce que c'est hyper important. Ouais. Je pense qu'on est tous un peu fous, au sens noble et au sens beau du terme. Après, tout ce qui va être la peur de l'échec, la nécessité de l'échec, enfin voilà, des choses de la vie, le syndrome de l'imposteur aussi, qu'on a beaucoup. Ah ouais, ça c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aller Voilà, explorer qu'on va ça. pouvoir approfondir. Après, moi, il y a des sujets de médecine intégrative et d'oncologie intégrative qui me tiennent particulièrement à cœur aussi, qu'on pourra évoquer, peut-être avec des invités aussi. Ok. Ouais, ça me parle bien. C'est le coq qu'on entend chez toi. Bienvenue chez moi, hein, vous allez avoir des petits sons parasites parce que bah, c'est la campagne quoi. Donc il y a des chiens, il y a des coqs. Il y avait un âne, je sais pas où il est là en ce moment, mais il y avait un âne. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais du coup, Simon, alias Le Gland, est au fin fond de la Bretagne, dans sa yourte. Et moi, qui suis maintenant itinérante, j'alterne entre la Haute-Loire et le sud de la France. Voilà, entre chez mon papa et chez ma maman. Et je profite de Yes. deux climats différents selon les saisons. Selon les humeurs. Selon les humeurs aussi, oui. Yes. Ouais, moi de mon côté, en fait, ce que j'ai un peu envie de voir se développer avec le podcast, c'est aussi aller
prendre un temps pour discuter des choses et sortir aussi de nos postulats, de nos positions acquises, de nos opinions. En fait, casser un peu le côté dogmatique aussi. On a brièvement là, abordé des notions que j'ai très envie d'aller questionner. Et dans un questionnement que j'ai envie aussi de pousser. J'adore faire ça. C'est un truc que je fais dans ma vie pour plein de choses. Pousser le questionnement, remettre en question énormément mes croyances. Ce qui veut pas dire que je les abandonne. Hein. Ça, j'ai envie de faire un épisode de podcast entier sur la croyance, en général. Mais typiquement, tu vois, j'ai très envie d'aller parler de la naturopathie et de ce qu'on en dit, en bien, en mal, d'aller parler de l'herboristerie, de ce qu'on en dit en bien, en mal. Je suis très influencé en ce moment moi, par des podcasts comme ceux de Méta de Choc. J'ai découvert ça avec l'épisode qui invite Albert Moukaïber, que j'adore, que j'inviterai un jour. Il est déjà dans notre liste, mais oui. Ouais. J'ai mis ça dans la liste, c'est un peu ambitieux. Quand j'ai vu la liste, j'ai dit Simon, t'es sûr? Non, mais il faut, tu sais. Non, mais Albert a l'air très accessible. Donc Albert, si tu nous écoutes, on a déjà prévu de t'inviter. Yes, parfait. On trouvera un sujet pour le faire briller parce que franchement à chaque fois moi j'adore ces interventions. Mais bref, en tout cas c'est typiquement c'est le genre de personnage qui véhicule un discours moi qui me touche énormément, où on pousse la réflexion le plus possible pour aller déconstruire ses biais, ses croyances, ses acquis quoi. J'ai vraiment un cœur de ça à travers ce podcast. Typiquement, on parlait d'iridologie. Je connais très peu le sujet de l'iridologie, mais c'est quelque chose qui est très connoté par ses détracteurs comme étant une pseudo-science, voire du charlatanisme. Moi, j'ai envie de me questionner là-dessus, tu vois, de me questionner à la fois sur, oui, d'accord, pourquoi en fait on vient attaquer cette discipline-là, mais aussi du coup me questionner sur la discipline en tant que telle et me dire, ok, d'accord, s'il y a à questionner, pourquoi ne pas aller questionner aussi jusqu'au bout? Voir où on positionne, et ça je pense qu'on le verra aussi beaucoup plus avec l'épisode sur les croyances, parce que je pense que c'est un épisode qu'il va falloir qu'on fasse rapidement, mais de voir dans quelle mesure en fait on essaie de faire de croyances des faits, ce qui n'a aucun sens, et à quel point on discrédite la croyance alors qu'en fait elle peut être nécessaire et efficace, pratique et saine aussi quoi. Voilà. Déjà une petite digression sur un futur sujet. Désolé. On a dit qu'on restait sur le qui sommes-nous, on se présente nous et on présente le podcast. Ouais, mais on n'y arrivera jamais. Bon, alors, je suis très sujet aux digressions. Je pense que tu dois être un peu dans le même cas. Oui, ça dépend les sujets, ouais. Ouais, je pars un peu dans tous les sens. Ça risque de prendre cette forme-là aussi, hein, le gland et l'ermite. L'ermite et le gland. Faut que j'y arrive. L'ermite et le gland. Ça prendra très certainement cette forme-là. Donc ça va être des discussions. Moi, j'ai très envie de voir ça sous cette forme-là, d'être discussions où on a un sujet central, on essaye de rester sur ce sujet central, puis après on va aborder plein de thèmes. J'aimerais beaucoup voir des invités dans ce petit podcast. Ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est qu'on arrive à les prendre en dehors de leur zone de confort, ces invités. Qu'on les fasse venir pour qu'ils parlent un peu d'eux et de ce qui les caractérise vraiment, tu vois. Mais aussi qu'on les emmène sur des sujets peut-être qui sont pas l'habitude d'aborder. Ouais, épineux, ou même des trucs, je sais pas exactement comment, mais tu vois, en fait, d'amener ce truc de on est trois copains autour d'une table, en cours de soirée, on est en train de parler, on voit ce qui vient comme sujet, et on en discute. Et on voit ce qui sort, quoi. Bon, moi, j'ai une petite question pour toi de présentation. Vas-y. Une question très classique, mais si t'étais une plante médicinale, tu serais laquelle? Ouais, je peux pas dire autre chose que le chêne, hein. Ah, ouais. J'aurais du mal à me départir de ce qui a construit mon identité aujourd'hui, quoi. Et pourquoi? C'est vraiment un arbre qui m'a beaucoup construit, j'ai envie de dire. Ça va me Tu permettre de parler un as peu. fait des diètes, non, de chêne? Ouais. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une diète, on en parlera peut-être un jour. Oui, Je veux pas me lancer diéter là une maintenant. plante, oui, c'est un peu particulier, ouais. Ouais. Mais en tout cas, pour synthétiser rapidement, que vous ayez un peu l'idée, c'est une approche très spirituelle, donc c'est une approche très, très clairement ancrée dans la croyance. Hein, on ne parle pas d'une approche scientifiquement approuvée, voilà.
Comme ça, au moins, on évacue déjà le sujet de savoir si c'est efficace ou pas. On s'en fout, en fait, c'est une approche j'ai envie de dire, à la fois spirituelle et poétique de Et la j'ai même santé. envie de dire organique. Ouais, complètement. Mm. Complètement, ouais, parce que c'est, à mon sens, c'est vraiment une approche qui est euh, en perpétuelle redéfinition et qui déjà, en fonction de qui va pratiquer, déjà, il y a des changements, en fait. On n'a pas de répétabilité avec le fait de diéter une plante. C'est difficile d'aller poser des, euh, des observations sur la diète d'une plante. Parce que en fait ça change énormément en fonction de qui va diéter déjà de base et de qu'est-ce qu'on va diéter ensuite. Et donc du Mais coup déjà, pour faire tu nous as simple, pas dit ce que c'est. Ouais, voilà, j'allais dire, diéter, ouais. ça consiste en quoi? Et du coup, diéter le chêne, ou plutôt peut-être l'écorce du chêne, ou le gland, parce que diéter l'arbre en entier, je ne sais pas comment faire. Ouais. Explique-nous en quoi ça consiste exactement. Alors la diète en général, déjà, l'idée c'est de prendre une plante, de la préparer et de ne consommer que cette plante pendant un laps de temps qui peut varier selon plein de critères, mais c'est généralement plus d'une semaine, parfois plus d'un mois. Et on prend cette plante tous les jours avec des restrictions pour nous placer dans un état particulier et aussi pour limiter en fait les interactions, quelles qu'elles soient. Alors, on parle pas d'interaction médicamenteuse, on parle d'interaction entre le goût par exemple du chêne et le goût de votre nourriture. Pour y être en fait beaucoup plus sensible, bah, on va vous priver alimentairement parlant de certaines denrées qui sont fortes en goût, le sel, le sucre, les fruits très riches. On va manger quelque chose de très neutre. On va se priver de mouvement aussi, parce qu'on va être dans un espace très restreint, pour nous forcer à rentrer dans l'introspection. Et l'idée derrière la diète, c'est d'aller rencontrer l'esprit de la plante. Donc c'est pour ça, hein, je vous le redis, on est clairement dans des croyances, on est clairement dans un univers où là je pense qu'il y a plus d'un scientifique qui s'étouffe quand j'en parle. Mais moi ça m'a vraiment construit, ça m'a vraiment permis d'aller me rencontrer, ça m'a vraiment permis d'aller me cartographier. Ça a été extrêmement formateur et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec le chêne, de diéter le chêne, parce que c'est une pratique qui au départ vient d'Amérique du Sud, alors pas que, mais en tout cas aujourd'hui on l'identifie comme ça. Et moi, je l'ai transposé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont transposé. Hein, je suis pas le seul à avoir transposé ça à des plantes de chez nous, quoi. Et voilà, j'ai rencontré le chêne comme ça. Ça a été vraiment à travers l'image du chêne, à travers tout ce que l'imaginaire véhicule autour du chêne, à savoir que c'est un arbre de rigueur, un arbre de robustesse, un arbre de résilience, qu'il développe vraiment cette stabilité qui va nous infuser. Mais Tout ça, c'est des notions quand que tu j'ai le décris, je appris, quoi. trouve que ça ne te correspond pas tant que ça, tu vois. Bah oui, justement. Ouais, c'est ça, hein. C'est un peu ton opposé presque. Alors, mon opposé, j'irai pas jusque-là. Mais je suis allé chercher dans cet arbre beaucoup de Mm. choses pour aller compenser, en fait, des façons d'être, moi, de mon côté, tu vois. Mm. Ouais. Oui, effectivement, tu vois, typiquement, la rigueur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, euh, entre guillemets, appris du chêne, quoi, tu vois. Euh, j'ai vraiment, à travers le chêne, développé une posture beaucoup plus ferme, beaucoup plus, j'ai envie de dire rigide. Mais tu vois, typiquement, c'est aussi un des trucs que je dis aux gens quand je leur parle de mon rapport au chêne. Je suis de souplesse zéro. Je suis pas souple du tout. Et le chêne n'est pas souple. Et le chêne casse. Hein, la fameuse fable du roseau et du chêne. Et ça, typiquement, c'est un des points qui me permet d'être en résonance, en fait, avec le chêne. De retrouver chez le chêne quelque chose que j'ai chez moi aussi. Une faiblesse, pour le coup. Mais que j'apprends à expérimenter différemment, quoi. J'apprends à être un chêne qui peut plier. Mm. Oh. Joli. Ah, c'est de la botanique. C'est des jeux de mots botaniques. C'est des blagues d'herboristes. Ouais. Donc voilà, enfin, ouais, voilà pourquoi le chêne et pourquoi cœur de chêne aussi. Enfin voilà, c'est la noblesse. C'est Richard Cœur de Lion, tu vois, c'est la même idée, quoi. C'est le côté seul contre tous aussi, tu vois. C'est le côté je m'installe là et je bouge pas. C'est le côté lent. Ouais, je suis un gland, quoi. C'est lent, tout ce que je fais est lent à développer. Mais j'espère que ça sera aussi solide. Du coup, Ouais, mais puisque j'allais c'est dire, lent à oui, développer, c'est quoi. lent, mais du coup, t'as des fondations qui sont là, qui sont solides, t'as des bonnes bases.
Enfin, faut pas oublier que le chêne, il a des racines hein, qui sont bien ancrées. Et je pense que maintenant, les racines, tu les as, quoi. Bah merci, je sais pas. Si, On moi, je verra. te le dis, je pense. Et toi, du coup, alors, ça serait quoi ta plante médicinale Et ben, c'est ma plante préférée, en fait. Et c'est le plantain. Ok. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Bon, pas pourquoi elle me ressemblait un peu, mais j'ai envie de dire, c'est son côté, elle est bonne à tout faire, quoi. Tu vois, elle est hyper résiliente, on lui marche dessus, mais elle est toujours là. Elle arrive à croître un peu partout. Si elle doit s'en aller, elle s'en va, sinon elle peut revenir. Elle est assez bien équilibrée. Tu vois, souvent on dit un peu 50% mucilage, 50% tanin. Bon, bah voilà, Ouais. tu vois, elle est pas trop, elle verse pas trop d'un côté ou pas trop de l'autre. Ok. Et puis elle est facile d'usage. Ouais. Et puis on la trouve partout. Et non, c'est une. Oui, donc voilà, donc en fait c'est une plante simple et qui donne le meilleur d'elle-même. Voilà, en quoi Yes. elle me ressemble. Donc là, clairement, tout comme toi, quoi. Exactement. Je dis pas que je donne bien et que je donne le meilleur de moi-même, mais que j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Ouais, donc tu donnes le meilleur de toi-même. Ouais. Bah Mais ouais. qu'est-ce que le meilleur de nous-mêmes? Ah, Ah. bah je sais pas, hein. Franchement, des fois je me demande. La meilleure version de nous-mêmes qui est Ouh là là, qui est assez controversée. ne me lance pas sur le sujet. Ouais, ouais, bah ça, mais peut-être on se fera aussi un épisode entier sur ces notions-là de développement personnel que moi j'ai beaucoup, déjà exploré et ensuite déconstruit. Yes, le plantain. Tu l'as pas diété? Non, mais je n'ai jamais diété une plante, figure-toi. Donc T'as ça, jamais pris une plante de manière longue et répétée? si, mais plutôt, je l'ai plutôt fait avec de l'ortie. Je l'ai fait sur l'ortie, sur la prêle, Ok. pendant des perspectives de reminéralisation, comme on peut Ouais. se douter, dans les grandes périodes de stress, tout ça, de système nerveux central effondré. Ouais. Non, mais le plantain, bah, c'est-à-dire que je n'aime pas son goût, parce que je n'aime pas Ah les ouais? champignons, donc je n'aime pas le goût du plantain. Si j'en fais un pesto, je vais le mélanger avec d'autres plantes, parce que sinon il prend trop de place. T'aimes pas Donc, les champignons? non, j'aime pas les champignons. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà, je me suis perdue. Je sais plus ce que je te Le racontais. goût, t'aimes pas trop le goût du plantain? Non, non. Oui, non, donc c'est pas une plante que j'ai diété parce que bah, le plantain en infusion, clairement, c'est pas bon. Voilà. Non, non, elle est vache. Et si vous nous écoutez, non, non, moi j'adore ça. Vraiment, c'est Non, non. Non, une alcoolature de plantain à la limite, mais une infusion, pas terrible. Ah ouais, Mais bon, je l'ai beaucoup transformé. J'en ai fait des macérats huileux, ok. très sympathiques. Donc ça pour Et la peau, tout sinon, ça, cicatrisation, ouais, blablabla, voilà. quoi. Ou sinon, tu le mets à l'extracteur de jus et ensuite t'en fais des glaçons. Comme ça, tu peux les ressortir quand tu veux. Tu vois tes petits carrés Ouais, de ouais. jus glacé de plantain. J'ai eu pas mal de problèmes, enfin de soucis cutanés, d'eczéma ou autre. Donc c'est vrai que le Ouais. plantain était mon meilleur ami à ce niveau-là. Ok. À l'époque, du coup, tu l'utilisais comment là sur les problématiques d'eczéma, tout ça? Ah bah pur, en Ouais, cataplasme, ouais. plusieurs fois par jour. Ok. Et j'ai fait, bon, il n'y a pas eu que ça, je pense, hein, mais il y avait un travail global. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en soulagement, enfin, le côté Bah ouais. anti-inflammatoire, antihistaminique de la plante, ben, t'as les gratouilles qui arrêtent, Bah oui. t'as moins mal. Donc, non, pas à ce niveau-là, elle est assez magique quand même. Ouais. Moi, c'est Patricia, donc ma femme, qui a des problèmes d'eczéma et à chaque fois que je lui passe le baume que j'ai fait avec le plantain, elle a, mais ça marche vraiment! À chaque fois, elle redécouvre. Tu Et l'as à fait chaque par fois, je me demande. intermédiaire alcoolique, ton baume Ouais, 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 ou... j'ai fait Ouais. ouais, un intermédiaire hydroalcoolique et puis j'ai rajouté aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dedans? Que je me souvienne, il y a des huiles essentielles. Palmarosa? Oui, Palmarosa. Et puis, j'avais aussi mis, je crois, de l'achillée. Parce qu'en fait, elle a tendance à avoir des crevasses, typiquement, quoi. À cause d'une forme d'eczéma presque dishydrose, quoi. Et ouais, ça lui fait des crevasses dans les mains. Donc du coup, le côté euh, réparateur à la fois de l'achillée et du plantain, ça aide beaucoup. J'ai même fait pousser de la consoude et je prévoyais de le rajouter dedans pour aller jusqu'au bout.
Petite pub au passage. Du coup, entre-temps, moi, je me suis acheté des baumes à consoude chez euh, Elodie Cœur Nature, je crois que Oui, c'est. Cœur Nature, ma copine Ouais, Elodie qui est à ouais. Mainzier. Et Mm. bah, franchement, c'est de la bombe. C'est pareil, je lui passais les baumes de consoude à Patricia. Et là aussi, elle est à chaque fois la même réaction de Oh, mais ça marche vraiment! Je me demande bien ce qu'on fait ensemble. Mais voilà. Comment on s'est rencontrés du coup? Je ne sais pas, bah, par la communauté herboristerie Instagram, sûrement par Marie, Ouais, c'est peut-être, possible. mais enfin par Instagram, ça c'est certain. Ouais. Oui, parce qu'on s'est encore jamais croisé in Non, vivo. on ne s'est jamais vu en vrai, tout à fait. Ouais, Ouais, même ça va si on bien. parle presque tous les jours, c'est ça. Mais ouais. Et non, non, je sais pas quand ça remonte. Ouais, c'est possible que ce soit le Peut-être premier interview que j'ai fait avec. ancien réseau LPM aussi. Je sais pas. Bah, le réseau LPM, en fait, moi, je l'ai un peu, malheureusement, assez peu nourri. Faudrait vraiment que je m'y remette. Je pense que c'est un truc qui est hyper important, les réseaux de nos anciennes écoles et formations. Euh, je pense que ça devrait être des, euh, des choses un peu plus soutenues, quoi. Voilà, petit avis comme ça au passage. T'as fait quoi d'ailleurs comme école, toi? J'ai fait quoi? J'ai commencé par une école de naturopathie. Enfin non, avant, non, le premier truc que j'ai fait, c'est le chemin de la nature, Ok, en fait. Donc de la vraie botanique. Et j'ai pris des cours de botanique avec ma prof Sabrina Millot, qui était une ancienne yes. herbaliste aussi de l'ELPM. Donc voilà, donc j'ai commencé vraiment par du terrain. Et après, je me Ouais, suis dit que bah, je ne voulais pas faire le cursus herbaliste de l'ELPM, parce que comme j'ai fait le cursus aromathérapie sur un an, bref, ouais, parce que c'était beaucoup trop phytochimie, pharmacognosie, botanique, ouais, etc. Et moi, je voulais vraiment déjà accompagner les gens, ouais. parce que j'avais ce côté problème de santé chronique qui me taraudait, et je me disais déjà que ce que j'avais envie de faire, c'était d'aider les gens. Donc j'ai fait école de naturopathie, Mhm. qui est à Saint-Laurent-du-Var, voilà, pendant 2 ans. Et puis après ça, bah, j'ai vraiment bifurqué vers l'herboristerie. Donc il y a eu le LPM, voilà, 1 an d'aromathérapie. J'ai fait quasiment toutes les formations de Christophe Bernard d'Altea Provence, Ok. dont praticien en herboristerie. Et après, j'ai fait. Alors, je voulais faire tout le cursus de Flora Medicina, mais waouh! Il va être bien J'ai- cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. je- Et je me suis lancée dans Flora Medicina avec au début Ouais. enfin, des équivalences parce que j'avais déjà fait des choses. Et en fait, c'est tellement riche, Mhm. que j'ai passé juste 1 an sur le matériel médical, qui est déjà énorme en fait. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai fait que ça. Et après, j'ai fait pas mal de formations pour essayer de me Je- spécialiser en cancéro. Vous aurez noté, je n'ai fait que ça. Aïe, aïe, aïe. Non, Sacré mais bonhomme. ouais, mais en fait, j'ai un bagage derrière, un background universitaire où j'ai passé tellement d'années à la fac à faire plein de Mm. choses diverses et variées, et ça n'a mené à rien. Ça aussi, on pourrait en parler. Enfin, ça ne m'a mené à rien. Si, ça a mené où j'en suis maintenant, mais j'ai fait des études pour faire un métier. Et quand je me suis Ouais. retrouvée dans ce métier, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce Ouais, ce que qu'était tu la faisais comme théorie dans vie. les études, quoi. Bah ouais. Qui avait un gouffre profond, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Hum. Donc, il a fallu que je me reconvertisse. Entre-temps, une petite dépression au passage, histoire de bien faire les choses, quoi. La dépression de l'échec, de l'abandon de l'université, de l'absence de financement pour ma thèse, etc., etc. Ouais. Et voilà, et repartir à zéro. Mais ça a été l'échec est formateur. Et puis ça m'a permis. En fait, à chaque fois que j'ai commencé un boulot, c'était toujours quelque chose que je n'avais. Enfin, je me rendais compte que ça ne me plaisait pas. Donc c'est par élimination que j'en suis arrivée à mais vraiment qu'est-ce que je veux faire maintenant. Ouais. À chaque fois que je testais un nouveau boulot, je me disais ah non mais ça c'est pas pour moi. Bon bah ok, allez hop, échec.
Next. Et j'ai fait ça souvent, très souvent, très souvent, très souvent, très souvent, trop souvent. Ouais, ça me parle bien, hein. Moi, je fais pareil. Ouais, voilà, ça. Et puis quand tu as eu beaucoup de boulot alimentaire aussi, tu as pu tester enfin, pas mal de choses. Donc après, ça te met. En fait, après, c'est pas un boulot que tu as. Enfin, si, c'est un boulot que tu as envie d'avoir, mais c'est aussi un bien-être au travail et un équilibre dans ta vie, à la fois professionnelle et personnelle, et un équilibre dans le rythme. Parce que moi, je me rends compte que j'ai un état de santé qui fait que ben, je peux pas aller bosser tous les jours, 8 heures par jour. Enfin, je l'ai fait et je me suis ruinée. Et ça ne me convient pas. Et des fois, ben, je vais bosser 2 ou 3 heures dans la journée et derrière, je suis rincée. Je vais sortir d'une consultation, je suis complètement rincée. Derrière, je peux rien faire. Et maintenant, j'ai appris un peu à m'écouter. Évidemment, j'ai réduit mon train de vie. Donc, c'est sûr de ne plus avoir de loyer, etc. Ça me permet de moins travailler. Travailler moins pour gagner moins. C'est mon slogan, en fait. Hein. Mais pour avoir un meilleur équilibre de vie, parce que je ne suis pas capable d'être au taquet tout le temps. Et que j'ai toujours, je le dis vulgairement, j'ai toujours un pet de travers. Voilà. Ouais. Soit j'ai mal au ventre, soit j'ai mon nerf sciatique, soit j'ai la migraine, soit j'ai des problèmes digestifs, soit j'arrive pas à me lever parce que j'ai des douleurs ostéo-articulaires de dingue. Donc voilà. Ou alors je suis en SPM complètement déprimée, ou alors je suis en PLS pendant mes règles. Donc en fait, et puis la femme, tout ce qui est hormonal, etc., tout est tellement cyclique Ouais. qu'en fait je pense que je ne suis jamais tranquille. Mhm. Voilà, clairement. Et j'essaye au milieu de tout ça de caler du travail. Et bon, il faut dire qu'on est sur un business model qui n'est pas très rentable dans l'herboristerie. On fait pas ça Comment pour ça le pognon. Ah bon? On va le dire directement. Ça, Donc, c'est un des grands sujets que j'ai envie aussi d'aborder, quoi. Le, le paysage de l'herboristerie sous son aspect, justement. En fait, qui fait de l'herboristerie? Et quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis. Et reconvertis, soit ils sont bien reconvertis, ils ont eu un travail qui les a assis et qui leur permet ensuite de vivre de leur passion ou de au moins la pratiquer. Soit en fait ils sont reconvertis de force et il y en a beaucoup comme toi et moi qui finalement galèrent. Le fameux biais du survivant, c'est qu'on voit beaucoup de gens y arriver, qui nous inspirent tout ça, puis en fait on est pour un ou deux comme ça et on est des centaines en fait à galérer, quoi. ouais. Encore une fois, là, c'est qu'on a l'image aussi des réseaux sociaux, de ce que ça véhicule, Ah de oui. l'image que ça rend. Et pour rappel, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce podcast. C'est parce qu'on n'était pas du tout en phase avec ce qui se fait actuellement sur les réseaux et que c'est pas comme ça que j'ai envie de valoriser mon travail, mon savoir dans la mesure de ce qu'il est et ma relation avec les autres. Et j'ai pas envie de me retrouver à faire des vidéos en train de danser dans ma cuisine pour vous parler du plantain, en fait, quoi, clairement. S'il vous plaît, bon. Non, non, mais on arrive à une société où, enfin, les gens qui en arrivent à se plier aux algorithmes pour répondre à des machines et essayer d'avancer comme ça, enfin, ça me paraît complètement ubuesque, un terme que j'adore, que j'emploie beaucoup en ce moment. Et je me reconnais vraiment pas dans ça, quoi. C'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je ferai pas ça, quoi. Plein de gens m'ont dit, mais fais de la vidéo, parle de plantes, etc. Alors fais-le avec ta voix. Ouais, ok, mais il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux, sur YouTube, etc. que je vois pas où est ma plus-value et je trouve que ma plus-value, elle est plus voilà dans un échange comme on a là en ce moment tous les deux, Ouais. de pouvoir parler de nos vies, de nos freins, Ouais, parlez vrai, quoi. de nos questionnements et d'échanger voilà entre amis et ensuite d'inviter des amis dans ce podcast pour boire un café et puis parler de la pluie et du beau temps, quoi. Ah, bah, je suis bien d'accord. Bah ouais, moi j'ai lâché aussi du coup les réseaux sociaux pour ça, hein. C'est qu'au départ j'ai essayé de m'y plier. Alors ça a marché, parce que quand on y répond finalement à ces algorithmes, ils nous récompensent, hein. Pas à hauteur du travail qu'on fournit, mais voilà, ils le font quand même. Et puis j'ai hésité aussi parce que pendant un temps, je me suis rendu compte que l'image que je renvoyais était une image qui pouvait justement euh, plaire. Ça m'a beaucoup créé de problèmes. C'est-à-dire une image qui pouvait plaire.
bah, tu vois, l'herboriste qui est parti en Amazonie, qui revient Ouais. avec des connaissances ancestrales, et en fait, ce récit-là, qui n'est pas complètement vrai et qui n'est pas complètement faux non plus, parce que j'ai vraiment fait ça, et quand je le raconte sincèrement. Mais les gens, en fait, attendent de moi et perçoivent de moi ce qu'ils veulent bien. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus me contacter en espérant de vivre cette expérience extraordinaire, qui, oui, est extraordinaire, mais qui n'est pas non plus une expérience transcendante au point de te changer complètement. Enfin, oui et non. Enfin bref, en tout cas, voilà, il y a vraiment là, il y a un point sur lequel je me suis beaucoup questionné. Et en fait, c'est ça qu'attendent les réseaux sociaux, c'est ça qu'attend inconsciemment, c'est ça qu'on attend inconsciemment, c'est d'être inspiré par les figures qui, euh, qui, qui gravitent dans notre espace médiatique, quoi. Et on adhère à cette facette-là sur les réseaux, c'est ça en fait, hein, c'est que tu vas adhérer à l'image que tu te fais de la personne, qui est déjà une image qu'elle a travaillée, forcément, et Un qui en plus de ça, avatar. quand tu la reçois, tu la reçois avec tes propres filtres. Enfin voilà, c'est... Et c'est un des points moi, où j'ai du mal en fait. C'est le marketing. J'en parle comme ça avec d'autres mots, mais finalement c'est ça, c'est du marketing. C'est comment on se présente de manière authentique et sincère, et en même temps en répondant à la demande et à l'attente des gens. Les gens attendent d'un herboriste qui soit connecté à la nature, qui soit un peu caché dans les bois, qui ils connaissent toutes les plantes sur les bouts des doigts, qui soit capable de proposer des plantes miracles. Ils attendent vraiment ça de l'herboriste. C'est le vieux sage qui connaît la nature au point de savoir parler avec les oiseaux, tu vois. Et en fait, ça peut être, ça peut desservir. Ça peut desservir à la fois la personne qui vient chercher ça et la personne qui se positionne comme étant herboriste, quoi. Enfin bref, je sais pas pourquoi je suis parti dans cette branche-là, mais c'était l'idée de dire, mais en Je fait, sais plus, mais non, non, mais c'est intéressant de l'image qu'on se crée forcément. Après, on a quand même une entreprise et un business qui est nous, mais qui est différent que nous, et je ne me caractérise pas que par les plantes et pas que par l'herboristerie. Et c'est pour ouais, ça aussi que ça me tient à cœur de parler d'autres sujets. C'est que j'ai une vie, parfois, en dehors de l'herboristerie. entre deux crises. Voilà, c'est ça. Non, non, mais bon, après, c'est vrai que la nature fait beaucoup partie de ma vie, mes animaux, ma jument, mon chat, mon chien, Pato, que pas mal de monde connaît. Donc, c'est vrai qu'on est quand même connecté à la nature. Mais Ouais. après, je me suis rendu compte, là, au fil des mois, j'ai même plus envie de partager des moments. En fait, mes moments avec mes animaux qui sont dans la nature, c'est une certaine intimité. Et enfin, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est une certaine intimité. Et maintenant, j'utilise mes réseaux uniquement pour communiquer sur mon travail. Mhm. En fait, avant de créer les Bourgeons de l'Ermitage, je n'avais pas de réseaux sociaux. J'ai vaguement eu, peut-être pendant une année, une page Facebook il y a très très longtemps, en 2014, avec mes Ouais. copines de l'écurie. Mais sinon, j'ai jamais eu de réseaux sociaux avant ça et je ne ressens pas le besoin de communiquer sur ce que je fais dans mon intimité. Et notre mode de fonctionner actuel, sociétal, qui valorise ça, me dérange profondément. Et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là maintenant. Donc, enfin, tout ça pour redire aussi que on se crée une image et finalement, moi, ça me va bien l'image que je me suis créée. Enfin, j'ai pas trop eu l'impression de m'être créé une image sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, c'est moi, mais c'est pas moi. Voilà. Mais c'est un peu cohérent, hein. C'est vrai que du coup, moi, ce que je retiens du bourgeon de l'Ermitage sur Instagram, c'est que finalement, on te voit assez peu, t'es très retiré de ton contenu. Tu vois, c'est les fleurs au vent, c'est tout ça. Et les quelques fois où on te voit, c'est vraiment que t'es sorti au contact de la société pour les proposer une sortie botanique, tu vois. Moi, vraiment, j'avais ce truc de... Mais en fait, c'est une nana qui vit au fin fond de la Savoie, dans son cabanon, et de temps en temps, elle vient voir comment va le monde, tu vois. Ah ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit, enfin, voire reproché quand on me disait, oui, mais si tu veux avoir plus de consultations, ben, t'as qu'à être plus active, plus te Mm. montrer, mais ça me coûte profondément Ouais, de c'est faire clair. ça. Et c'est pas moi. Donc, Mm. Non, voilà, c'est vrai soit qu'il y a... les gens me prennent ce qu'il y a à apprendre et puis je suis plus maintenant dans une stratégie aussi, bon, on en parlera peut-être aussi de tout ce qui est marketing, mais plus une stratégie d'écrire des articles et
Ouais. et de travailler mon référencement, mon SEO sur mon site internet pour quand les gens me trouvent via mon site internet et en fait ne me trouvent pas juste parce qu'ils ont vu une vidéo qui dure 3 secondes de moi en train de faire je ne sais pas quoi sur Instagram et qui aura disparu dans le flot d'informations. Le trop plein d'informations dilue complètement le message qu'on a communiqué. Donc, je pense que si on arrive à être plus court, restreint et plus percutant, peut-être qu'on arrive mieux à nos cibles. Ou pas. Ouais, bah, enfin, moi, vraiment, c'est tout un. Justement, ce mécanisme-là du marketing où tu vas chercher des cibles et tout, etc., c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. J'ai encore beaucoup de mal. Notamment parce que je pense que les postures de nos métiers initiales, donc herboristes, sont vraiment à l'opposé de ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas chercher à rencontrer un herboriste et non pas l'inverse. C'est pas lui qui va chercher à t'accompagner. Il y a un besoin, c'est aussi quelque chose qu'on peut transposer avec des grandes pincettes au milieu médical. Tu vas pas, le médecin n'est pas censé faire de la pub pour avoir des patients. L'herboriste n'est pas censé faire de la pub pour avoir des clients. Parce qu'on répond à des besoins. C'est la base de nos métiers, c'est ça, c'est le service. Et du coup, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, nos métiers ont tellement muté de par la mutation sociale aussi, qu'on se retrouve dans des logiques où justement, on devrait faire de la pub pour nos accompagnements, ce qui pour moi me gêne énormément, et vient bloquer énormément aussi mon processus de je vais faire du marketing autour de mon offre ou quoi. Je l'ai beaucoup vu pendant un temps comme plutôt une idée de dire je mets ça au milieu sur la table en disant je propose ça, et après vous venez quoi. Mais c'est difficile à défendre cette position-là dans le monde dans lequel on est, autour des réseaux sociaux, du marketing qu'on doit développer nécessairement pour être, entre guillemets, rentable et compétitif, quoi. Parce que... Surtout que tout ce qui a trait un peu aux plantes et aux remèdes de grand-mère, enfin, ça on a dû souvent te le dire aussi, ça devrait être presque du conseil gratuit. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi ils devraient payer enfin un peu plus maintenant, mais quand même, pourquoi ils devraient payer une consultation avec nous. Et souvent, comme j'aime à dire, ils veulent juste du conseil post-it. C'est putain, j'ai des allergies, tu me conseilles quelle plante? Ouais. Ça fonctionne pas comme ça, quoi. Mais bon. C'est clair. J'ai eu moi, en fait, le gros de mes demandes, c'est ça, c'est des gens qui viennent dans mes messages Instagram, Facebook, me dire mais tiens, j'ai telle problématique, qu'est-ce que je pourrais prendre comme huile essentielle? Et déjà d'une, je suis obligé de leur dire je peux pas vous faire une consultation par message interposé, déjà. En plus, je suis pas médecin, donc vous venez avec des complications et des problèmes de santé extrêmement complexes. Faudrait peut-être déjà commencer par faire un suivi médical. Et je travaille pas gratuitement, j'aurais envie, parce que moi ça me plaît, c'est ma passion, j'adore partager ça. Mais je veux pas me mettre à faire un suivi comme ça par message interposé, déjà parce que c'est risqué pour vous, puis parce qu'en plus ça me prend du temps, c'est complètement pas jouable quoi de faire ça. Mais là on se retrouve beaucoup avec des cas comme ça et avec des cas de plus en plus compliqués, ça j'en parlais aussi avec les collègues, mais c'est par rapport au désert médical auquel on fait face en France et aux attentes qu'il peut y avoir pour aller voir quelques spécialistes que ce soit, pour aller voir ne serait-ce que son médecin traitant. On est malade, des fois, il faut attendre 15 jours ou 3 semaines. Enfin, moi, je me suis déjà retrouvée en consultation avec une nénette. Et elle arrivait, elle se sentait vraiment pas bien. Et je lui ai dit, mais là, votre symptomatique, je pensais qu'il y avait une insuffisance rénale, quelque chose. Je lui ai dit, mais je pense que c'est à l'hôpital que vous devriez aller. C'est pas dans mon cabinet. Et pendant la consultation, je l'ai vu qui commençait un peu à tourner de l'œil. Je lui ai dit, mais là, vous appelez votre compagnon tout de suite. Il vient vous chercher et il vous emmène à l'hosto. Et effectivement, du coup, je me souviens plus exactement ce que c'était. Mais effectivement, c'était pas chez moi qu'il fallait qu'elle aille. C'était au médecin. Et elle n'arrivait pas à avoir de médecin. Mais bon, ça me l'a pas dit avant d'arriver au cabinet. Ah oui, évidemment. Donc bon, après ça fait des petites histoires cocasses. Mais non, mais sur le coup, j'ai un peu flippé. Et puis, on est face à une vraie problématique de société, on veut se soigner, ou on veut du médical, et on n'a plus ce service, et on n'a plus de soignants, on n'a plus de médecins. En ce moment, je suis beaucoup sur la route, et je traverse des déserts médicaux, où je vois des grandes banderoles sur les routes. On recrute des médecins, donc tout ce qui va être entre surtout dans la Drôme, l'Isère, tout ça. Apparemment, il y a des zones...
Voilà, la Bretagne aussi. Enfin, je veux dire, on a besoin de médecins. Ouais, c'est clair. C'est C'est clair. fou. C'est fou. On en parlera un peu plus dans un podcast, un épisode vraiment pour ça, je pense. On va arrêter de digresser sur ce point-là. Juste, moi je rappelle du coup, on n'a aucunement la prétention avec ce podcast ou avec nos pratiques individuelles, moi et Laura, de remplacer les médecins. Hein, c'est pas du tout la ligne directrice de notre façon de pratiquer les conseils bien-être. Et puis la naturopathie ou l'herboristerie. Je pense vraiment qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que on devrait être en complément et que surtout on devrait être dans le rôle de raccompagner les gens vers les médecins, parce que c'est important aussi de faire ce travail-là. Nous, qui sommes en marge, on accueille les marginaux aussi. Moi, j'ai beaucoup ça. Et en fait, je pense qu'on a vraiment ce rôle-là d'aller les aiguiller vers un suivi médical qui, effectivement, est de plus en plus défaillant. Ça, c'est un constat. Et je pense que voilà, on en reparlera, je pense, dans un autre épisode un peu plus en profondeur, si t'es OK. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, on pourrait inviter un médecin pour parler avec nous. Ah, ça serait génial. Ouais. Après, le top du top, ce serait d'avoir un médecin qui soit pas complètement d'accord avec nos idées pour qu'on voit un petit peu où ça nous mène. Pour qu'on puisse partir au clash. Ouais, alors, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais j'aimerais bien, enfin, parce que il y a un truc qui est beaucoup décrié aussi, c'est qu'en fait, on fait un entre-soi toujours, toute catégorie sociale qu'on soit, il y a un entre-soi. Nous, herboristes, on est dans un entre-nous avec les médecins qui sont d'accord avec la phytothérapie. Et en fait, je pense vraiment qu'il y aurait à gagner à casser cet entre-soi et se mettre d'accord d'arriver sur des zones de rencontre en disant mais nous en fait ce qu'on réclame en tant qu'herboriste c'est de pouvoir faire notre métier tranquillement, c'est vrai, c'est effectivement aussi de pouvoir aller épouser le système de santé de manière à le compléter et le respecter, que ceux qui sont en marge dans nos pratiques qui clairement ont été pointés du doigt comme étant problématiques soient éduqués, parce que je pense que c'est ça, c'est un manque d'éducation de la part de nos pairs sur qu'est-ce que c'est qu'un suivi de santé, un suivi médical, de manière à ce qu'on puisse être fonctionnel et remplir cette vocation qu'on a aussi de vouloir accompagner les gens. Moi, je dis toujours, hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu envie de devenir médecin, et je m'en cache pas en fait. Et je sais que je le suis pas, et je connais mes limites, et j'aimerais beaucoup qu'en fait on voit évoluer notre société de manière à ce qu'il y ait un encadrement de notre pratique, avec un petit bémol à la clé, hein, quand même, c'est que j'aimerais beaucoup que cet encadrement il soit pas coercitif, quoi. Qu'on soit pas relégué au rang de pestiférés, comme on est en train de l'être, alors qu'en fait on répond à des besoins véritables de gens qui ont des petits bobos de tous les jours et qui trouvent plus de médecin pour y répondre. Ou des mots chroniques aussi. Ou des mots chroniques. Ouais. Et que voilà, qu'on soit encadré, qu'on soit formé, qu'on ait accès, nous aussi, à une formation continue qu'on prend sur nous aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de praticiens, si c'est pas tous, ont à cœur de continuellement se former, et puis que voilà, on puisse assainir en fait le paysage de l'accompagnement, que ce soit dans le bien-être ou la santé, quoi. Bref. Donc on a encore fait une grosse digression. Non, mais en fait, mais ce podcast, c'était présenter l'émission et présenter qui on est. Ouais. Sauf qu'effectivement, qui on est, notre travail représente une grosse partie de notre vie, en fait. Donc ça en fait partie. Après, ça permet aussi aux gens de voir comment on pense, comment on réfléchit, voir dans quoi ils s'embarquent, comment on accompagne aussi les gens. Ouais. Voilà, ça. On vous parlera un peu plus aussi de nos spécialités, de ce qu'on offre, moi et Laura, indépendamment, en fait. Qu'est-ce que c'est nos réseaux à nous. Je pense que ça aussi, c'est important qu'on mette en avant nos pratiques. Complètement. Et du coup, j'ai envie de revenir à l'épisode d'aujourd'hui, parce que du coup, vous avez vu, on a amorcé plein de sujets, on les développera plus tard. Je voulais resserrer. Petite question pour toi, du coup, si tu pouvais boire une tisane avec une figure historique, une célébrité ou un personnage fictif, un des trois comme tu veux, ce serait qui et pourquoi, surtout? Eh ben, là, en fait, il y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit. Tu vois, j'ai pensé à Gandhi, j'ai pensé au Che Guevara, et en fait, j'en reviens à Baudelaire. Et tu sais pourquoi? Pour son spleen.
en fait. Ok. Parce que je me reconnais beaucoup. En fait, je repense j'ai fait des études littéraires au lycée et j'ai étudié les fleurs du mal. Et en fait, il y a beaucoup de moments où je me sens très très mal et j'essaye de travailler sur moi là-dessus. Et où il y a beaucoup de noirceur en moi, enfin ce spleen. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de ce spleen et d'être en dents de scie comme ça pour arriver à être créative et arriver à produire des choses. Et que c'est souvent quand je suis au fond, du bout que j'arrive à prendre un trampoline et à remonter. Donc, si je pouvais prendre une petite tisane, pas de plantain, mais potentiellement voilà, ou de verveine. Ouais, ou sinon j'allais penser aussi avec les surréalistes, Dali, tout ça. Non, mais si je devais boire une tisane avec quelqu'un, ce serait avec Baudelaire. Ouais, définitivement. Okay. Et toi? Moi, ce serait Nicolas. Rien du tout. Alexandre Astier. Nicolas Astier, voilà. Non, Alexandre Astier, ouais. Ok. Voilà. Pourquoi ça, c'est un mec qui m'inspire énormément, je crois. Sa façon de penser, sa façon ouais, son esprit me touche énormément. Je pense que c'est un des génies de notre époque, quoi. Avec toute l'humilité d'un grand génie, en fait. Alexandre, si tu nous entends. Fais gaffe parce que tu vas recevoir une invitation de Simon. Ça ferait partie des gens que j'aurais très envie d'inviter. Je me demande un peu ce qu'ils pensent en fait de ces sujets-là, tu vois, parce qu'il parle de plein de sujets, mais je l'ai jamais entendu parler ni de santé, ni quoi, ni qu'est-ce. J'aime beaucoup son approche de l'éducation. C'est un mec hyper intelligent sur ce point-là. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas s'il est hyper intelligent sur ce point-là, mais il rejoint beaucoup des idées que je me suis construit, que j'ai, je pense, aussi construit avec son propos d'une certaine manière, hein, parce que forcément, on est influencé par les gens qui nous inspirent, quoi. Donc ouais, je pense que j'aurais très envie de prendre une tisane avec Alexandre Astier. Ouais. Je sais pas s'il aime les tisanes. Bon, je sais pas non plus si Baudelaire buvait des tisanes en écrivant ses poèmes. Mais bon. Je sais pas si c'était des tisanes. J'ose... J'ose l'imaginer. Bon, moi, je suis pas partie sur la même période historique que toi. Hein, mais j'étais pas sur les contemporains, en fait. Ouais, bah après, bon, c'est sens large, hein, célébrité, tout ça. C'est vraiment sens large, quoi. Yes. Bon, on fera ça, on invitera Baudelaire. Ouais, tellement. Non, mais après, là, pour un premier épisode, je pense qu'on est pas mal. On a laissé entrevoir ce à quoi pouvait ressembler ce podcast à l'avenir. Ouais. Parce qu'il faut pas trop donner, c'est comme en consultation, il faut pas trop donner le premier rendez-vous si tu veux que les gens y reviennent derrière. Oh. Ça aussi, il faut qu'on en parle. J'ai envie vraiment, on avait des questions comme ça, je crois, dans la liste des questions qu'on s'était posées, quelles étaient une anecdote sur Ah oui, ton plus gros bide. Ah ouais. Voilà. Non mais ça, on peut quand même, je pense. Quel est ton plus gros bide d'accompagnement? Ouais, et bah justement là dans les premiers accompagnements que j'ai donnés, en fait, pour situer un peu à tout le monde, moi ce que j'ai commencé par faire, c'était un travail, on était en équipe et on proposait les plantes d'Amazonie, en fait, et donc il y a une très forte pratique autour de rituels, de symbolique. En fait, c'est presque de l'accompagnement, je mets des grosses guillemets, attention, presque de l'accompagnement psychologique finalement, tu vois. On se soucie assez peu du corps, on va travailler sur l'esprit. Bon, c'était ma façon d'accompagner au départ. Quand je me suis formé à l'ELPM, c'était pour plus proposer de solutions concrètes à des problèmes concrets, à de la physiologie finalement. Sauf que en bon élève, moi j'avais fait que des études de cas, et donc pas des études de cas réelles, enfin des études de cas tirées de consultations passées de mes professeurs, etc. Hein, mais en tout cas j'ai jamais eu en face de moi de personnes à accompagner comme ça. Les premiers que j'ai fait, je me cherchais un peu, quoi, et en fait je répétais ce que j'avais appris en cours, où on nous demandait d'être très complet, parce que l'exercice est intéressant quand on le fait en cours, d'être le plus complet dans son compte rendu, pour voir si tu maîtrises bien tes connaissances en aromathérapie, sur les baumes, les machins, tout ça, etc., quoi. Et la première consultation où je me suis pris un vrai bide, c'est quelqu'un qui était venu me voir avec des problèmes d'eczéma, justement. Il en avait, mais vraiment de partout sur les mains. C'était très, 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 très répandu, très aigu, très inflammé. Il en souffrait. Et c'est sa femme qui lui avait dit d'aller me voir, quoi. Alors déjà, premier point,
quelqu'un qui vient vous consulter par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est déjà un très, très, très mauvaise base pour faire un suivi, une consultation. Et en bon élève, je lui avais fait une liste de trucs à prendre, très complet, hein, trop complet. Puis même, je m'étais pas soucié du prix des choses. Parce qu'à l'époque, en élève, on se soucie pas de ce qu'on propose sur le plan du prix, en fait, hein, sur l'accessibilité des produits, tout ça. Non, vous avez carte blanche, vous pouvez conseiller. Vous pouvez absolument tout proposer, même des plantes difficiles à trouver, etc. Et moi, je lui avais fait de mémoire, je lui avais proposé de faire un baume avec de l'huile végétale d'onagre, avec des macérats divers et variés qu'il aurait dû préparer lui-même, tu vois. Et en fait, il m'a rappelé peut-être 2 semaines après, mais il me dit, mais vous vous rendez compte quand même que là, j'en ai pour presque 200 euros de produits si je suis ce que vous m'avez proposé. Alors là, j'avais pris une claque, j'étais ah mince. Ah ouais, donc en fait, c'est carrément pas viable ce que je lui ai conseillé en fait. Et évidemment, je l'ai jamais revu et je pense qu'il a jamais mis en place ce que je lui avais proposé, même si peut-être que ça l'aurait beaucoup aidé, hein, mais ça, c'était absolument Si pas... le programme est trop compliqué. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure des années, quoi. Bah oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé de venir de la naturopathie parce que ça tu y es plutôt. Enfin, mon école m'y a quand même beaucoup formé. Ouais. Et du coup, pour raconter, moi, ma petite anecdote, mon gros bide. Donc, pareil, c'était à mes débuts, c'était une de mes premières consultantes qui est venue me voir pour de la perte de poids. Et depuis, je ne sais pas, j'ai fait un petit blocage et quand on vient me voir pour de la perte de poids, tout de suite, je me dis, oh là là, mais ça va être trop compliqué. Et du coup, elle m'expose son cas et elle termine en me disant, par contre, je suis prête à faire aucun effort. Et là, et là, donc si j'avais été maintenant après 4 ans de pratique, je lui aurais dit, eh ben dans ce cas-là, vous reviendrez me voir quand vous serez prête à faire des efforts. Mhm. Et non, et je me suis lancée tout azimut, et j'étais pleine d'espoir, vaillante, et je lui ai fait un super programme, et voilà, et voilà, et voilà. Évidemment, c'était trop compliqué, et de toute façon, vu qu'elle m'avait déjà donné la couleur à l'avance, d'ailleurs, après, je me suis dit, mais pourquoi cette personne est venue me consulter, en fait, puisqu'elle ne voulait pas se prendre en charge et avancer par elle-même, parce qu'on va pas faire le boulot pour elle, quoi. Mais voilà, ça, c'était une petite erreur de jeunesse. Pas de jeunesse vieille. Hein. C'est un point hyper intéressant. En fait, comment justement être dans cette position où, quand on reçoit quelqu'un qui n'est pas apte, pas dans les dispositions pour fournir en fait un suivi actif, parce que oui, il doit prendre part au suivi en réalité, hein, le client est acteur. Comment nous, on doit se positionner, et c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être jugeant ou rejetant. C'est des gens qui ont en fait une vraie demande d'aller mieux, mais qui malheureusement ont du mal à passer à l'acte, ou parfois ne sont carrément pas enclins à le faire. Ça demande trop de remise en question. Et en face de nous, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a les Weight Watchers et tout ça, qui répondent à la demande de ces personnes-là, de manière complètement imparfaite, voire dangereuse parfois. Hein. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Herbalife qui avait fait un truc affreux, où en fait c'était de la sous-nutrition, pour les gens finissaient complètement dénutris. Donc ouais, ils perdaient du poids, mais ils se mettaient en danger aussi, alimentairement parlant. Nous, on est en face de ces trucs-là, puis en fait c'est un vrai problème de société, c'est quelle est la posture juste pour ne pas être jugeant, ne pas être rejetant, et en même temps ne pas répondre non plus à une demande qui n'est pas claire finalement de la personne, quoi. Quand on reçoit les gens aussi, les gens se confrontent à eux-mêmes, hein, puisqu'on leur pose beaucoup de questions, ils se rendent compte de choses qu'ils font, on leur demande de tenir un journal alimentaire, et ça, je me rends compte que c'est complexe pour pas mal de personnes, et que la personne se retrouve face à elle-même et se dise waouh, en fait, je pensais que j'étais prête à faire des changements dans ma vie, à essayer d'aller mieux, mais en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en voyant des fois pas beaucoup de choses, mais changer les habitudes, c'est le plus compliqué de toute façon. Bah oui, c'est clair. Donc, ne serait-ce que changer un petit déjeuner et prendre une ou deux plantes en plus, et puis rajouter un peu de protéines le soir ou autre. Et en fait, la personne se dit, mais waouh, en fait, entre le boulot, les gamins, la salle de sport, papy et mamie le week-end, je les caloue mes tisanes, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est là toute la subtilité de nos métiers, c'est que du coup, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ça et d'aller transformer ça. Pour moi, en fait, sur la fin de ma pratique
d'accompagnement qui n'est pas complètement fini, je suis en stand-by, mais sur la fin de ma pratique d'accompagnement, en fait, le plus gros de mon travail, c'était ça, c'était de prendre la vie des gens où ils en étaient et de savoir comment on pouvait composer avec ce qu'ils étaient, quoi. Et de dire, bah, tu vois, typiquement, tu viens me voir, mais tu as trop de contraintes pour pouvoir changer. Où est-ce qu'on peut vraiment agir? Et c'est très rarement en proposant des plantes, en fait. C'est souvent en proposant, bah oui, t'as un rythme de vie complètement déphasé, tu cours de partout, bah en fait, comment tu prends du temps pour toi? Déjà là, tu vas avoir des améliorations. Et ensuite seulement, on pourra travailler aux problèmes plus physiologiques, entre guillemets, quoi. Mais ouais, c'est... On en reparlera dans un autre épisode. Grosse digression. C'est bien parce que comme ça, on a vu à peu près dans ce premier épisode de tous les futurs sujets Ouais, qu'on va ouais, pouvoir puis, tester. ouais, ça va être chouette. Le désavantage en fait de pas préparer, c'est que ça nous ouvre beaucoup à la digression et surtout que c'est difficile de savoir comment atterrir et terminer parce que ouais, ça va faire peut-être 1 heure qu'on parle ensemble. Ça un peu fait plus, 1h15. Yes. Donc, Et après, ça va être difficile de suivre plus loin pour ceux qui nous écoutent. Non, mais là, je pense que c'est bien comme Ouais. comme première approche. Yes. On en reste là donc. Oui. Bon bah les petits amis, en tout cas, ça fut un plaisir. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce petit épisode. Merci Laura. De rien. Merci Simon. Et Mon glandu préféré. yes. Allez, Yes. c'est acté, c'est fini. Je vais avoir droit à ça toute ma vie. Allez, ciao les amis. Allez, bisous. Et voilà, c'était l'ermite et le gland, des idées en pagaille et 0 ligne droite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous et venez nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur l'ermiteetlegland.fr ainsi que sur lesbourgeonsdelermitage.com et cœurdechaîne.fr. On se retrouve au prochain épisode. À très vite.